Un poids lourd a une victoire, 4 défaites sur ses 5 derniers combats, contre un poids lourd sur 3 victoires par décision de suite contre Bowser, Latifi et Meyes. C'est ça notre main event de ce week-end. Brian, sur 10, quel est ton niveau de hype pour celui-ci? Je savais même pas que le combat avait lieu, tu sais. Euh, Oh là là, je sais pas moi. Ouais, proche du néant, tu vois. Moi, Proche du néant. Je pense que je vais le regarder parce que je me réveille vers 6h du matin le matin. Donc, Ok, parce que tu te réveilles à cette heure-là, quoi. ouais, voilà. C'est de mon petit-déj, mais franchement, non, je pense que je vais. Non, pas du tout hypé, surtout que le scénario il semble un peu prévisible Ouais. d'un côté ou de l'autre. Voilà. Ouais, écoute, moi c'est un 3 sur 10. Autant la carte dans son entièreté, on dépasse le 6. Je suis très satisfait de la carte dans son entièreté. Autant le main event, je suis plus sur un 3. Donc on est d'accord. Ici, c'est bien un épisode qu'on enregistre pour vous. Et on commence après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Minds. Sous Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Oh, comme toujours, si vous comptez parier avec les meilleures cotes, c'est via unibet.fr. Faites-le avec un esprit ludique de manière raisonnée. Notre lien en description vous offre un free bet allant jusqu'à 100 €. Alors, je sais, on est la chaîne bienveillante qui respecte tous les athlètes. On parle toujours bien de MMA, etc., etc. Mais ça ne nous rend pas malhonnêtes pour autant. Si on n'est pas fan du combat, on n'est pas fan du combat. Ça arrive, mais ça ne nous empêchera pas de kiffer des échanges et d'échanger dessus. Donc, on va commencer par les codes de... Ah, vas-y. Non, on a juste parlé de l'hype, hein. Moi, j'ai préparé, comme d'habitude, Voilà. le game plan, tout comme c'était un combat qui était ultra hypant. Donc, Voilà. vous inquiétez pas, restez bien connectés parce que ça va discuter, ça va être intéressant. Ah, J'en voilà, doute pas. exactement. Brian est quelqu'un de professionnel, quelqu'un de discipliné. Il y a un travail à faire. Il a été Ah fait oui, oui. avec la même qualité que d'habitude. Alors, on va commencer par les codes de Paris. Unibet.fr m'indique, ou en tout cas m'indiquait hier, parce que moi aussi je me suis préparé, mais je me suis préparé hier, ça a peut-être bougé depuis. Ça m'indiquait un Derrick Lewis favori à 1,56. Rodrigo Nascimento à 2,28. On est donc sur un Ouais, ça n'a pas 60-40. bougé. Ça n'a pas bougé. Donc on est sur un 60-40 pour l'homme aux plus nombreuses victoires par KO à l'UFC avec 14. Est-ce que tu t'alignes sur ce 60-40? Hmm. Écoute, je le comprends tout à fait. Je, je pourrais voir quand même Derrick Lewis un peu plus favori quand même. Ouais. Ouais. Bah, je suis dessus aussi. Je comprends le 60-40. Le problème, le problème avec les codes de Paris avec Derrick Lewis, ça va dans les deux sens. Quand il est underdog, tu peux pas le mettre trop underdog parce que il en suffit d'une. Littéralement, il Ouais, en suffit d'une. ouais. Et lui et Ngannou, c'est vraiment les deux meilleures définitions de il en suffit d'une. Et encore avec Derrick Lewis, c'est pire parce que j'ai l'impression qu'il construit même pas son jeu. Tu vois, que c'est qui sort vraiment de l'espace. Il va pas spécialement l'initier. Il va la contrer. Tu vois, la plupart de ses KO sont des contres. Et quand il est supposé être favori, tu n'as pas envie de le mettre trop favori parce que tu dis si l'opportunité ne vient pas. Et avec Lewis, c'est un quart d'opportunité qui suffit. Il peut simplement se faire dominer de A à Z dans le combat. Mais même quand il s'est dominé de A à Z dans le combat et qu'il est fatigué à la fin du troisième round, il peut finaliser quelqu'un comme Volkov, qui avait fait une erreur là par contre. C'était pas un quart d'opportunité, c'est une grosse opportunité qu'il lui avait laissée. Bref, ouais, toujours difficile de se positionner avec Derrick Lewis, mais je trouve le 60-40 pas du tout déconnant. Je crois que ça rend la cote attractive d'un côté comme de l'autre. Il suffit Ouais, juste je suis d'accord. de dire, ok, où est-ce que j'ai envie de me positionner. Bon, on va passer aux forces et faiblesses. Je propose qu'on commence par Nascimento, qui est moins connu évidemment. Donc, qui est Rodrigo Nascimento? Il a 11-1 en carrière professionnelle, 4-1 à l'UFC avec un no contest en plus contre Alan Bodo. 2 victoires par KO dans sa carrière totale, 6 victoires par soumission. Comment est-ce que tu le décrirais? Complet, relativement complet. Mm-hmm. Droitier, une boxe décente. Ouais. Je trouve que pour un poids lourd, c'est plutôt pas mal.
il est plutôt pas trop mauvais aussi au sol. Moi, j'ai trouvé il a une victoire par étranglement arrière là, que j'avais regardé. Il va très très vite dans le dos. Ouais. Rodrigo Nascimento. Je le trouve un peu ouvert debout. Hein. Ouais. Attends, est-ce qu'il avait... Ah non, si, c'est contre Dantale Maes qu'il l'avait étranglé. La Et première je fois l'avais qu'ils sont trouvé... rencontrés. Parce que Ouais, la première voilà. fois. Ouais. Et je l'avais trouvé très très efficace dans sa capacité à prendre le dos. Mhm. Donc je trouve pas mal au sol aussi. Hein. Une vraie ceinture noire Euh, de Jiu-Jitsu. Hein. Ouais, une vraie ceinture noire, oui. Oui, Bah, une ouais, ceinture ouais. noire compétitive, quoi. Oui, oui, oui. Pas Voilà. une ceinture noire qu'on obtient en mettant KO l'adversaire. Non, c'est pas ça le but de le dire, mais voilà, c'est une ceinture noire compétitive de Jiu-Jitsu. Après, c'est pas, Ouais, une voilà, ceinture noire, ouais, c'est ouais. pas un Verdum, c'est pas un Frank Mir, c'est pas un Fabricio Verdum pour prendre les meilleurs Mhm. grappleurs qu'on ait eu en poids lourd à l'UFC, mais il fait partie des bons grappleurs, vraiment une ceinture noire de formation. Ouais, ouais. Donc, non, j'aime bien, comment dire ça? Pour un poids lourd, je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. Mhm. C'est pas encore un top 10 ni quoi que ce soit. Il a pas non plus une grosse adversité. Il a pas un gros euh, pourcentage de finish pour autant. Mais c'est relativement propre. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? C'est relativement propre totalement. dans la manière dont il travaille. Mhm. Je trouve par contre un peu ouvert. Ouais. Donc je trouve un peu ouvert debout. C'est un gars qui vient, qui met un peu la pression, Mhm. mais, en fait, il a un style un peu dangereux pour les poids lourds. Un peu trop académique, tu vois. Ouais, et un peu dangereux pour lui-même aussi, je trouve, face à quelqu'un Oui, dans ce sens-là, un Ok, peu ok, dangereux pour ouais, lui-même, ok, pour ok, les c'est poids lourds. ça, ouais. Ouais, Ouais, voilà. ouais, c'est ça. Ouais, le fait qu'il soit dans une division poids lourd où une frappe peut éteindre les lumières, particulièrement Derrick Lewis, il a un style Mm, où il se fait connecter parce qu'il est beaucoup dans l'échange. Moi, j'avais noté que c'était un gars qui travaillait en combinaison. Donc déjà par oui, défaut, quand tu es un poids lourd qui travaille en combinaison, tu te mets à risque. exactement. Voilà, il cherche à mettre la pression, tu l'as dit. Il varie bien ses frappes et ses angles, je trouve. Il bosse en Mm, shift de temps en temps. Quand il bosse en shift, ça ouais. lui permet d'obtenir le clinch, ce qui est intéressant par rapport à son style et son jeu au sol. Mais là où ça flanche, selon moi, c'est sa lutte offensive qui est plutôt médiocre. Ouais, ouais, je suis assez d'accord là-dessus. Et donc, il n'arrive pas à transiter de son techniquement bon niveau debout vers son très bon niveau au sol parce qu'il lui manque clairement la lutte. Et quand tu regardes les takedowns qu'il met, par exemple, à Meyes dans son dernier combat, c'est parce qu'on a un Meyes qui est très fatigué et qui n'a pas spécialement une bonne lutte défensive, quoi. Plus qu'autre Ouais, chose. clairement. Ouais, je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Et c'est pour ça que je le vois underdog, tu vois. Ouais, Parce il a des avantages qui pourraient être des défauts et puis des manquements techniquement qui posent question pour l'adversité qu'il a en face. ouais, c'est ça. Mm. C'est pour ça que j'ai quand même un niveau de hype qui est pas à zéro non plus, c'est parce que il a un style intéressant, j'aime bien, il y a une propreté technique, donc c'est agréable à regarder. Voilà, il délivre des bons Mm. moments dans ses combats. Il y a clairement des manquements et je suis intéressé de voir s'il travaille dessus, parce que je pense que pour la suite de sa carrière, s'il veut percer dans le top 10, il en aura besoin de cette lutte offensive, il pourra pas faire autrement. Ouais. Et, euh, et voilà, s'il gagne, c'est intéressant. Et puis de l'autre côté, si tu as une victoire de Derrick Lewis, c'est d'office un highlight. Donc je peux pas me mettre à zéro parce qu'il y a soit un highlight d'un côté, soit une victoire qui est probablement assez propre sur 5 rounds de l'autre. Donc voilà, c'est comme ça que ça me hype. Mais il y a pas un méga enjeu. Si Derrick Lewis gagne, bah, ça bloque de nouveau le top de la division. C'est pas du 109 qui y arrive. Et si Nascimento gagne, il faut absolument qu'il gagne d'une certaine manière pour que ça me hype pour la suite de sa carrière dans l'entrée du top 10 de la division, quoi. Ouais, bah, je pense que c'est un combat d'investissement pour l'UFC, tu vois. Ouais, Je pense que c'est un combat où ils vont y gagner dans les deux cas. ouais, je Donc, suis d'accord. soit c'est la star locale qui l'emporte, hein, il est chez lui, hein, c'est ça, hein, Lewis? Ou je dis des bêtises? C'est à Houston, Ah non, l'événement? Saint-Louis, non? Parce que si c'est à Houston, il perd d'office. Hein. Les combats de Derrick Lewis chez lui, ça va pas pour lui. Je pense que c'est ça sa réputation. Je crois qu'il a combattu 3 fois chez Ah lui non, et 3. Saint-Louis. Ah ouais, c'est à Saint-Louis. Ah ben oui, oui, parce qu'il y a Je- Buckley en main event. Il avait fait le call-out pour être main event à l'UFC 300 là. Est-ce que lui est de Saint-Louis, c'est ça? Ouais, Ok, ok. Non, je pense que c'est un combat d'investissement parce que ils ont besoin de 109. Donc Nascimento, s'il passe, ça veut dire qu'il a fait les ajustements, qu'il pourrait proposer des combats plus intéressants. mhm, Et puis bah, Derrick Lewis, ça reste quand même un visage de la catégorie poids lourd ouais, qui a des grosses lacunes, mais qui a
une sorte de bon portier, entre guillemets, euh, voilà, de bons combats Gatekeeper, à, top 7, top 8. ouais, à proposer, tu vois, pour faire monter quelqu'un, Et puis, pour donner de la hype à quelqu'un, tu vois. voilà, ça reste un main event qu'ils aiment bien utiliser. Là, ça fait pas trop de sens. Il a 1-4 sur ses 5 derniers combats, donc ça fait bizarre de le voir en main event, mais ça reste le tenant en titre des KO à l'UFC. Forcément, le public américain aime bien ça. Donc, en cas de victoire, tu as Derrick Lewis qui peuvent utiliser pour un prochain main event de nouveau poids lourd. Et en cas de victoire de Nascimento, ben, effectivement, comme on vient de le dire, ça fait un nouveau nom à Mm. tenir de près pour voilà, pour la suite de sa carrière et pour la suite de la division poids lourd qui commence à vraiment avoir une certaine profondeur de talent, je trouve. Et donc, ce serait intéressant d'avoir encore un nom qui se rajoute. Moi, ici, avec une victoire contre Derrick Lewis, je ne le mettrai pas dans les gros noms à suivre, mais il fera partie du sub-top et pourquoi pas d'ici 2-3 ans percer un peu plus haut parce que avec une certaine progression, je peux voir Nascimento comme quelqu'un qui peut performer vraiment dans le top de la division plus tard. Il doit Ouais. encore me Moi, convaincre, hein. Il doit encore me convaincre. non, sûr. Moi, je pense que c'est plutôt, il y a des superstars, entre guillemets, chez les poids lourds, tu vois, Mhm, et il leur faut des adversaires acceptables, entre guillemets, mhm. tu vois. Ouais. Des adversaires où on se dit, ah tiens, c'est intéressant. Mais tu vois, par C'est pas exemple, trop. Volkov contre Nascimento, je trouve que ça pourrait être un combat qui m'intéresse. Ouais, mais on est d'accord que tu vois Volkov largement favori. Clairement. Clairement. À moins, Donc, encore par une fois, exemple, à moins d'une grosse performance ici de Nascimento qui me. Mec, voilà, aujourd'hui, si le combat est annoncé aujourd'hui, ben, clairement, Volkov méga favori. Mais si on voit un Nascimento qui progresse de combat en combat, qui gagne contre Derrick Lewis, qui gagne contre un autre après, contre un Spivak par exemple, ça pourrait m'intéresser contre Volkov avec des cotes un peu plus rapprochées que celles que je verrai maintenant, quoi. mm, mm, mm. À voir, à voir. En Mhm. tout cas, on va voir. Pour l'instant, je t'avoue que moi, quand je le vois comme ça, comme tu l'as dit, soit il nous montre qu'il y a une vraie marge de progression, mais je le vois être un poids lourd qui pourrait arriver dans le top 10, mais qui aura du mal à dépasser le top 5, Ouais. et qui servira un petit peu, pas de faire valoir, entre guillemets, mais de combat, de reprise pour certaines grosses stars chez les heavyweights, tu vois. Ouais, ce sera notre nouveau Tuivasa, notre nouveau Spivak. Tu vois, Voilà. ces noms-là, ouais, ça Voilà, correspond. c'est Ouais. exactement ça. Mhm. C'est exactement ça que j'ai en tête. Et c'est pas un gars qui va être mis forcément contre Spivak, tu vois. Je pense que l'UFC n'aura pas trop d'intérêt à Non. avoir deux, entre guillemets, faire valoir du top, mais il sera mis sur des gars un peu plus hauts, quoi. Ouais, c'est ça, parce que ça, voilà, deux profils comme ça sert pas à grand chose de les mettre l'un contre l'autre. En fait, c'est le genre de profil où tu veux les mettre face à quelqu'un que tu veux faire monter, ils vont perdre, et puis tu les mets face à quelqu'un face auquel ils gagnent pour les remettre à une position Ouais. qui peut faire grandir un autre profil par la suite. Et en fait, c'est typique. Voilà, c'est le genre de profil qui va faire 2 victoires, une défaite, une victoire, une défaite. Voilà, Ouais. 3-2, enfin des trucs comme ça sur leur. Quand tu regardes les 4 derniers combats, ce sera souvent 3-2, quoi. Les 5 derniers Ouais. combats sera souvent 3-2 le palmarès. Mm. Euh, Donc ça sera à Nascimento de trouver le moyen de court-circuiter le plan diabolique de l'UFC, tu vois. ah ouais. Mais ça, c'est Au intéressant. final, C'est hein. intéressant. Je pense que tu as des profils comme ça. Je pense Rafael Dos Ouais. Anjos, typiquement, c'était un profil comme ça de base dans le début de sa carrière UFC où tu te dis, OK, c'est le gatekeeper top 5. Et puis en un seul coup, bah, Mm. il y a eu une vraie progression. Il a commencé à stratégiser son approche et il est arrivé Mm. jusqu'au titre. Il a fait une grosse masterclass contre Anthony Pettis et voilà, nouveau champion, quoi. Bon, ça n'a Mm. pas duré très longtemps, mais il y est parvenu, quoi. Mais, mais ça reste intéressant, hein, d'avoir cet aspect-là, tu vois, en tant qu'observateur ou pour les coachs ou pour les combattants, de réfléchir à quelle place a un combattant dans une organisation. Entre Mhm. guillemets, il n'y a pas juste combattre, il y a parfois aussi à quoi je sers, tu vois. Ouais. T'as des mecs qui sont là pour ramener du public, c'est les stars et tout, et puis on te le propose, et toi tu dis ok, et en fait l'autre combattant c'est juste une sorte de faire-valoir, tu vois, ou quelqu'un qui va servir à remplir le roster et tout, et il faut quand même réfléchir des fois un petit peu à ça, en tant que combattant, à avoir une vue du système, tu Ouais. vois, beaucoup plus large du système. Et je trouve ça toujours intéressant de voir aussi comment jouer avec tout ça, avec ce système-là, soit pour déjouer ce qui est prévu pour toi ou Mhm. ou refuser certaines fois de faire partie de ce système-là, quoi. Ouais, parce que on en a déjà parlé dans d'autres podcasts. En France, il y a vraiment ce, je vais pas dire fantasme, mais c'est
banalisation. Si tu vas à l'UFC, c'est pour être champion. Tu vois, c'est un peu ça la phrase en France. Tu vas à l'UFC, c'est pour être champion. Donc quand tu fais une vidéo sur qui va-t-il signer à l'UFC, les gens disent il a pas le niveau du top 15. Ouais, mais pour signer à l'UFC, t'as pas encore besoin. Tu dois y arriver, tu dois avoir le potentiel de. Mais tout le monde, tous les combattants n'ont pas cet objectif. Enfin, c'est moche à dire, mais il y a des combattants qui sont conscients qu'ils n'arriveront pas à la ceinture, mais qui ont des objectifs de si un jour je peux avoir un petit hashtag 15 à côté de mon nom, je suis très content, ce serait une performance en soi de carrière. Et effectivement, je pense que des combattants comme Nascimento, il y a cette question qui se pose. Je pense qu'on avait une fois une discussion sur la boxe anglaise par rapport à ça avec un ancien adversaire de Riyad Mehri, où le gars avait un palmarès plutôt, genre 36. Et tu dis c'est pas mal. Et en fait, quand tu regardais son palmarès, il faisait toujours la même chose. Il faisait 4 combats dans son pays. Je pense que c'était un Géorgien. Il faisait 4 victoires en Géorgie, une défaite aux États-Unis. 4 combats en Géorgie, une défaite aux États-Unis. Et il faisait vraiment ça. Donc, il construisait un palmarès sympa parce qu'il sait qu'après, ça devient un bon faire-valoir pour des combats aux États-Unis. Et ça lui permet de voyager, de prendre un bon ticket. Hop, il revient chez lui. Il gagne. Bien payé. Ouais, c'est ça. Et c'est un choix de carrière qui est intéressant. Si tu n'as pas envie de faire les efforts. Voilà, c'est ça. Si tu n'as pas envie de faire les efforts pour être un champion, tu vois, tous les sacrifices qui sont liés à ça, parce que, les gars, il faut se rendre compte, si vous voulez une ceinture majeure en boxe anglaise ou une ceinture UFC, il faut mettre sa vie de côté, clairement. Et tout le monde n'est pas prêt à ça, tout simplement. En plus, ça se trouve, le mec, c'est une super star dans son village, tu vois. Il fait un gala par mois où il affronte un nouveau, tu vois. Il gagne 4 victoires, puis il part aux États-Unis, il fait ses des primes à 15-20 000 $, tu vois. Ouais. C'est une autre manière de gagner sa vie, donc il n'y a pas de sous-métier, on va dire. Exactement. Mais tu vois, sur la question de la place, ça me fait penser à Mike Perry, moi, qui a combattu. Ouais. Tu vois, à un moment donné, Mike Perry, il était à l'UFC, c'était un peu la catastrophe, non, sur ses résultats. Ouais, c'était Dancy, vraiment Dancy, quoi. Il a fait des belles victoires, il a fait des sacrées défaites, et il n'est jamais resté, enfin, il n'a jamais percé top 10, mais il était toujours un peu effrayant pour ceux en dehors du top 15. Voilà, et puis à un moment, il se dit, bah non, je vais aller voir ailleurs, et là, c'est devenu une superstar, quoi. De ouf. C'est devenu une superstar. Bon, un sport qui était... Enfin, quand il est parti, tout le monde l'a critiqué, en plus, hein. Tout le monde lui a dit, oh, regarde, c'est n'importe quoi, il va foutre sa santé, sa carrière, et il va avec sa meuf dans son coin, enfin... Tu vois, c'est un truc de dingue, quand même, cette histoire-là. Et au final, tout le monde dit, il est fou, ce type, il est taré. Et en fait, il a eu le flair. Il a eu le flair. On a l'impression que ce sport a été construit pour lui, a été créé pour lui. Parce que vraiment, il performe de dingue en bare knuckle. Ouais, et puis en fait, des fois, il y a des gens comme ça qui paraissent un peu bêtes, peut-être dans la cage, tu vois, de Fight IQ, mais ils ont un IQ du système, de la compréhension qui est supérieur à la nôtre. Street smart, c'est ça. Hein. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est une expression pour dire, voilà, t'as pas des études, t'as pas de diplôme, t'as pas ci, t'as pas ça, t'as pas un intellect comme le définit la société, mais par contre, tu réussis dans la vie parce que t'as trouvé ta manière de réussir dans la vie à ta façon, sur base de tes compétences intellectuelles. Et Mike Perry a typiquement ça, quoi. Voilà, dans la question de l'intelligence, il y a l'intelligence, comme tu dis, un peu conventionnelle, et puis il y a une autre intelligence qui est plus systémique, où tu vas comprendre les systèmes, comment ils fonctionnent, qu'est-ce que je dois faire pour briller et tout. Et là, peut-être que le système UFC s'est rendu compte qu'il allait rester où il en était. Ouais. Il a eu cette opportunité. Il s'est dit, attends, mais ça c'est faisable, c'est vraiment le genre de truc. Il a compris ce qu'il pouvait faire, arriver avec des shorts roses, continuer à faire la grande gueule, faire des call-outs sur des anciens ou des gars où il savait qu'il allait pouvoir être agressif, et devenir une superstar et gagner, je sais pas, il gagne peut-être il gagne très bien. 5-10 fois plus. Ouais. Il gagne peut-être 10 fois plus que s'il était resté à l'UFC. Clairement. Et au final, ouais, ça c'est de l'intelligence, c'est de la vraie intelligence générale, tu vois. C'est ça, je pense que une des définitions de l'intelligence, c'est simplement l'esprit logique et la capacité à prévoir les choses, à anticiper les choses. Et là, typiquement, ça rentre dans cette définition-là. Bon, énorme digression, revenons sur nos moutons. Là, c'est le mouton noir d'Eric Lewis, on le connaît. On va quand même le résumer, on le connaît très bien, mais 27 victoires, 12 défaites, 18-10 à l'UFC, 22 victoires par KO dans sa carrière complète. Sur ses 18 victoires à l'UFC, c'est 14 par KO. The Black Beast. Tu le résumerais comment? Je dirais 100% striker.
Voilà, c'est une machine à KO où je sais même pas s'il a d'autres victoires que ça. Bah, il a un sacré ground and pound. Bah, après, ça reste des KO. Mais son ground and pound, j'ai pas envie d'être en dessous de lui. Je Ouais, sais bah pas ouais, comment le ouais. décrire. D'une violence, d'un côté vicelard aussi. Ouais, c'est une machine à KO, Ouais. c'est extrêmement puissant. Il peut être et patient, parfois, tu vois. Mhm. Et puis, des fois, bah, y aller à fond. Euh, Relativement difficile à mettre au sol, Ouais. je dirais quand même. Il y a cette légende, il a l'anti-judiciu, mais ce n'est qu'une légende. C'est plus Voilà. très vrai. Mais ouais. Ce n'est plus très vrai. Relativement difficile à mettre au sol. Il est connu pour être capable de se relever, genre just stand up, tu vois, Voilà, c'est genre ça. juste lève-toi. Et par contre, bah, il a montré sur ses derniers combats que bah, le sol, c'était vraiment l'endroit où il était en grand danger, quoi. Bien sûr. Ouais, ouais. Donc ça reste un peu une tortue sur son dos quand il est mis au sol. Et Mhm. donc dans ses défaites, bah, ça a été ça, quoi. Il y a ce côté, il est difficile à contrôler, mais il est contrôlable quand même. Il faut juste trouver le moyen de contrôler cette masse qui est capable de just get up, just stand up. Mais Ouais. voilà, certains en sont capables. Certains en sont capables. Mm, mm. Donc belle performance, hein, quand même d'avoir survécu à Gilton Almeida, quand même. Ouais, Il faut le préciser. Et c'est pour ça que les coachs, je les trouve. Je pourrais le voir un peu plus haut parce que je pense pas que Nascimento a le sol d'Almeida. de fait. Et certainement pas les Mm, amener au sol de Almeida. ouais, encore moins. Ni de Ouais. Cormier. Encore moins. Donc je sais Ouais. pas pour le décrire, je pense que droitier, très puissant, comme tu l'as dit, c'est un gars s'il a l'ouverture, il peut te finir et trouver les ouvertures au round 1, trouver les ouvertures au round 4, j'imagine, non? Il a déjà mis KO 3 en 4, tout cas. 3 contre 3. Volkov. Fin du 3 contre Ouais, c'était 3. Volkov. Donc, Fin du 3, ouais. je sais pas s'il y a dans le 4 ou dans le 5 des finishes. Je pense pas. En tout cas, de tête, je m'en En souviens round pas. 3, ouais, round 4, Shamil Abdurakhimov. Ça Ah, date, hein. ça date, ouais. Mais comme quoi, comme quoi. Round 3, round 1, Capable de finir. Enfin, sa puissance de frappe et son round 2. knockout power se traduit dans tous les rounds. Euh, ouais, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Il est capable de faire des techniques que sa morphologie n'est pas supposée être capable de faire. Tu vois, les genoux sautés, les kicks sautés. Voilà, de temps en temps, il fait des dingueries qui peuvent surprendre. Euh, Un style un peu nonchalant aussi. Ouais, ouais. Mais justement, bon, j'ai pas envie de le comparer à Alex Pereira par rapport à ça, mais son style nonchalant te donne peut-être l'impression aussi qu'il y a des ouvertures, et puis quand il décide d'accélérer, ça te surprend. Je pense que son KO contre Curtis Blade, c'est un peu ça, tu vois. Il a été nonchalant, patient, euh, peu actif, et puis au moment où Mm, mm. Curtis Blade décide de shooter avec sa tête du côté du percute arrière, bah, il le sort. Curtis Blade s'y attendait pas. C'est un KO super Mais clean. ça, Ouais. ça pose quand même la question un petit peu de. Alors peut-être que vous me direz non, mais tu vois, d'un côté un peu striker quand même d'élite dans la catégorie, tu vois. Hmm. Genre, il a un jeu, si tu te laisses avoir, il te met KO, tu vois. Ouais. Alors je pense, voilà, Élite, c'est pas dans un. le sens technique, propre, construit son Oui, chaos pour l'initier, mais voilà, élite parce que, bah, force est de constater, il en a battu plein par KO. Au ouais, final, ouais. ça fait partie de la définition d'un Mm. bon striker, hein. Ouais, voilà, et puis ben là on en parle, ce côté un peu nonchalant, ce côté endormir, tu vois, la Mhm. dangerosité de sa frappe, et puis connecter et finir, il y a une stratégie derrière, tu Ouais, vois. Peut-être qu'il intellectualise beaucoup plus qu'on ne peut penser sa manière de finir un combat, c'est pas notamment impossible. dans sa Bah, manière, en fait, tu vois, dans sa manière de s'exprimer, nonchalant et tout, tu vois. il y a cette interview assez connue. Bon, il y a cette interview très connue de My Balls. Voilà, My Balls was hot, mais il y a cette interview assez connue après sa victoire contre Curtis Blades. Il avait dit oh, j'avais juste préparé ça. Il avait juste préparé son uppercut arrière, il attendait que ça venait et c'est venu. Ouais, tu vois, donc peut-être que, voilà, peut-être qu'il intellectualise plus que ce qu'il veut faire croire, tu vois. Mhm.
Il y a Parce des que dire, ouais, chances. j'avais juste prévu ça, comme s'il avait juste mis un uppercut dans un sac et puis ça allait passer, tu vois. Mais comme tu l'as dit, il a un peu endormi le combat, il a un peu laissé planer le doute, peut-être frappé plusieurs fois que à la tête, et puis a attendu un certain temps au moment où le gars est toujours en train de défendre tout ce qui arrive du Mhm. côté latéral, connecté avec un seul coup. Et là, on est dans une autre dimension, tu vois. Mhm. On est vraiment dans une dimension de patience et il faut avoir les balls hot, tu vois, pour faire ça. Mais d'ailleurs, j'avais parlé de ça, hein. C'est Derrick Lewis qui m'a fait. Tu vois, chaque fois que tu regardes des combats, ou peut-être pas chaque fois, mais il y a des combats que tu regardes et puis tu apprends quelque chose pour toi en tant que coach ou en tant Mm. qu'analyste aujourd'hui. Euh, Derrick Lewis, typiquement, contre Curtis Blades, il s'est mis contre la cage. Alors, je sais pas si c'était fait exprès parce que justement, il a un peu la flemme et il a pas envie de mettre de la pression, mais il s'est mis contre la cage, dos à la cage, très proche de la cage. Et Curtis Blades, c'est quelqu'un qui a des excellents takedowns à l'ouvert, mais par contre, ses takedowns à la cage sont pas bons. Et donc tu dis effectivement, si je combats contre quelqu'un qui a des très bons blast double, mais qui a pas du tout une bonne lutte à la cage, me mettre dos à la cage, c'est une bonne idée. Tu vois, stratégiquement, c'était une bonne idée. Donc je sais pas s'il l'a fait Ouais. exprès ou pas, mais l'hypothèse qu'il l'intellectualise et qu'il stratégise beaucoup plus que ce qu'on pense, c'est possible quand tu regardes ce qu'il a fait contre Curtis Ouais. Blades, par exemple. Ouais, clairement, clairement. Et tu regardes son dernier combat, contre sa dernière victoire contre De Lima, Ouais. il rentre sur coup de genou sauté, grand, et il balance tout dans le premier round, tu vois. Mhm. Euh, Tu pourrais dire, ouais, ça n'a pas de sens, qu'est-ce qu'il fait, tu vois. Mais ça se trouve, il a vu qu'il y avait possibilité, dès le premier round, de surcharger d'informations et trouver son finish. Ouais. Quand dans un autre combat, comme tu dis, il va reculer, se mettre quasi dos à la cage et trouver son finish derrière. Voilà. Il combat pas tous les combats de la même manière, et donc ça montre potentiellement qu'il Mm. a une approche Il stratégique. prépare bien ses combats, ouais. Ouais, ouais. Mais Alors, bon, par contre, clairement, il a un gros défaut, c'est son sol. eh ben voilà, on va voir comment l'exploiter en passant au game plan. Nascimento est underdog. Qu'est-ce que tu conseilles comme stratégie? Bah, moi, je conseille de mettre au sol, hein. Je vois pas trop d'autres moyens. Je me dis, mec, c'est dangereux, c'est dangereux. Faut que tu prépares tes amenés, faut que tu vois ce qui a fonctionné. Donc, tu regardes les adversaires qui ont su le mettre au sol, que tu travailles ça, Ouais. et Mhm. mais 100%. tu vas pas rattraper ton niveau de judo. C'est Spivak le judoka ou c'est Il y avait un Spivak judo qui a joué avec lui, avec Derrick Lewis. Il y a Daniel Cormier qui a joué avec sa lutte et il y a Almeida, quoi. Et donc moi, ce que j'avais noté, c'est Hmm. clairement, il doit avoir bossé ses takedowns et selon moi, en s'inspirant plus de Daniel Cormier. Parce que Ah Daniel oui. Cormier, c'était beaucoup à la cage, beaucoup des high crotch, beaucoup des single leg. Nascimento a placé des single leg et des high crotch à l'UFC. Donc je pense que sur les trois options, tu vois, qu'on vient de citer, sur Almeida shooté à l'ouvert avec une technicité exceptionnelle, Spivak avec un jeu en judo plutôt clinch avec ses overhook, underhook qu'il utilise très bien et ses crochetages, ou Daniel Cormier sur des single leg et high crotch, je pense que là où il aura le plus facile à faire les bons ajustements, c'est Daniel Cormier. Je pense. Ah ouais. Je sais pas, parce que franchement, la single leg, c'est un peu la technique basique que tu apprends, mais pour moi, c'est sûrement une des plus. Compliqué à perfectionner. En poids Bah, lourd contre Derrick Lewis. c'est une des techniques les plus techniques en soi, tu vois. Ouais, C'est vraiment. C'est, t'apprends pas la single leg, tu vois. non. T'as plein de variations de single leg. C'est, 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 c'est lourd, c'est une jambe, tu vois. La jambe, c'est fuselé, donc le mec, il peut sortir facilement, il peut te frapper. Et là, on parle de Daniel Cormier Ouais, qui est ancien olympique, et sa spécialité, c'est la single leg. Ça veut dire il a dû la ronger, tu vois, cette ouais, single c'est leg vrai, pendant c'est vrai. des années, tu Mais bon, vois. de l'autre côté, tu vois, Spivak, c'était beaucoup des mat return, tu vois. C'était beaucoup, je t'amène au sol, je te laisse te relever, je te ramène au sol et je te fatigue comme ça. Et Almeida, c'est aussi compliqué de répliquer ce qu'il est capable de faire, tu vois. Il y a un côté explosif. Au moins, la single leg, tu vois, t'es contre la cage déjà. Donc, si tu la foires un peu, tu restes au clinch. Alors que si tu rates ton takedown à l'ouvert, tu peux te prendre une Curtis Blades. Et si tu rates, ouais, le côté judo, les mat returns, si tu les rates, bah, tu te fatigues beaucoup, quoi. Ouais, je sais pas. Moi, je t'avoue que je n'oserais pas trop attraper tu vois, cette grosse jambe et d'avoir un Derek Lewis qui met des patates comme ça dans la tête, sur le côté, tu vois, dans l'oreille. Mais le mec, c'est pour m'assommer, ça.
Ouais. Donc, ouais. Moi, je trouve ça, C'est pour ça que je le trouve ça 60-40 risqué. est Ouais. vraiment justifié, parce que de l'autre côté, l'autre chemin vers la victoire, c'est littéralement une performance parfaite pendant 5 rounds, parce que Nascimento, il a pas vraiment ce knockout power debout. Ses combinaisons, elles touchent bien, mais elles sonnent rarement. Donc pour en venir à la fin d'Eric Lewis debout, tu dois beaucoup le toucher, tu dois certainement pas te faire toucher pendant 5 rounds. Le chemin vers la victoire est là, mais il représente pas Ouais, un gros pourcentage. Il représente pas un gros ouais. pourcentage. Moi, je partirais plutôt sur la stratégie de Jailton Almeida, tu vois. Ouais. Et à ça, je rajouterais quand même, je combinerais avec la stratégie de Demian Maia s'il se fait sprawler. Tu vois. Deep Donc half. ouais, là, le gars, donc tu shoots, s'il sprawl, parce qu'il sprawl relativement bien, directement, tu mets ton underhook, tu prends ta half guard, et puis tu travailles pour repartir sur le côté, tu vois, avec Le le, problème, c'est que si le, tu te loupes et que le dogfight. ouais, Hein? ouais, mais si tu te loupes et que tu te retrouves en dessous dans la demi-garde d'Eric Lewis, il a un sacré GNP, tu vois. Donc, Ouais, mais si tu mais pars direct. ouais, Regarde la stratégie de Damian Maia, y a pas de GNP qui tient là. ouais, je Tu, sais, mais tu te encore, retrouves en dessous, tu tires, hop, il est en train d'essayer il commence à stresser de se faire renverser, puis tu vas sur le dogfight, donc t'es de côté, il y a pas de, ouais, c'est vrai, c'est y vrai. a, y a- y a pas de grand and pound, tu pars sur ton limb arm, tu prends ton dos, t'es tranquille, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ou tu attaques le genou et tu mets. Pour moi, ça, c'est pas la stratégie première, tu vois, c'est un peu le plan B si t'arrives pas à pousser jusqu'à la cage. Ouais, c'est vrai que je pense que Nascimento aura plus facile à imiter Demian Maia qu'à imiter Daniel Cormier. Là-dessus, je te rejoins à Clairement. 2000%. Et Ouais. je pense qu'il aura plus facile à imiter Jailton Almeida qui à imiter euh, Est-ce Nurmagomedov, tu vois. est-ce qu'il est capable de mettre des front kicks au visage qui touchent pas? C'est ça la question. Tu vois. Je suis sûr que oui. Je suis sûr que oui. Ouais, ouais, je pense aussi. Je pense aussi. Ok, du côté de Derek Lewis, pression. Ah, je pense pas. Non. Je pense qu'il doit arriver genre en mode Hello, viens, on est à l'aise debout. Viens, envoie les jabs. Montre-moi que t'es plus fort que moi debout et puis lui Pop. mettre une patate, Ouais. quoi. J'adore. Je, je pense, tu vois, je Ouais, pense que... non, mais j'adore parce que c'est typiquement ça, tu vois. Tu dois faire une stratégie pour Derek Lewis. C'est viens, je mets une patate. Ouais, non, mais tu vois, un truc, voilà, intelligent, genre, viens, c'est cool debout, y a pas besoin d'aller au sol, vas-y, tu vas toucher, et, tu vois, tu le laisses un petit Ouais. peu prendre la confiance debout, le mec, il est comme ça, tu vois, parce il est quand même assez concentré, Nascimento, tu vois, tu sens que il kiffe, quoi, il travaille ses combinaisons, ça doit lui plaire, tu vois, Ouais. et donc, toi, tu le laisses rentrer un Aïe! peu dans le jeu, Aïe! Oh! oh, hey, t'es fort, toi, un peu, comme ça. Et bam, tu mets une patate, tu vois. Ouais, Et ouais, tu c'est gagnes. ça. Ouais, c'est ouais. Moi, je verrais ça. Et s'il descend, par contre, effectivement, là, c'est aller frapper tous les petits points sensibles autour de l'oreille, tu vois. L'assommer, pap, 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 les coups de coude, être très, très agressif dès qu'il rentre dans tes jambes, et pour qu'il réfléchisse à 2 fois. Mhm. Mais ça serait la stratégie que je pense. Je ne vois pas courir, faire un coup de genou sauté, des trucs comme ça, pas du tout. Je pense qu'il est quand même assez mobile, Nascimento. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais je pense qu'il doit un peu casser son rythme et l'attirer et le connecter. Et on a quand même une garde classique chez Nascimento, donc il doit aller chercher des crochets un peu larges. Ouais, pour moi, il doit viser l'oreille, tu vois. Mhm. Viser l'oreille, peut-être ouais, assommer, quoi. Pas mal. C'est en gros, ça reste des. Bon, non, j'allais dire ça reste des poids lourds, mais voilà, avec un combat contre Derrick Lewis, il faut pas. T'as pas 1000 chemins vers la victoire. Lui, il a pas 1000 chemins vers la victoire non plus. Il en a Non. un ou deux. Donc, on va pas passer des heures sur la partie game plan. Donc, on va passer à la partie où on se mouille. Quel est ton prono? Quelle est ta préférence? Ah, attends, tu Euh, sais quoi? Je vais commencer. J'ai commencé comme ça. J'ouvre le bal. Pour moi, Nascimento a des meilleurs déplacements. Il a une boxe plus propre. Il a un meilleur cardio. Il a un meilleur jiu-jitsu. Donc, Derrick Lewis par KO. C'est vrai, non? euh, Ça résume bien. Ah, Mais purée, je suis en c'est train vrai. de me dire quoi? Quoi? Il va pronostiquer Nascimento? Moi, alors, je t'avoue que j'ai mis Derrick Lewis KO aussi, hein. Ouais. Euh,
Mais je pense quand même que le 60-40 est pas déconnant, hein. Je vois quand même un Nascimento pouvoir trouver. C'est compliqué quand même. Mais Mais on pourrait vraiment avoir un combat un peu chiant avec un Nascimento qui trouve une solution dans le 3e, le 4e round, tu vois. bah, en fait, il pourrait, ouais, c'est ça, comme je dis, performance parfaite, où il se dit, ok, je vais un peu sortir de mon jeu, je vais diminuer de Mm. volume, parce qu'au final, pour un poids lourd, il a pas mal de volume. Mais quand tu Ouais. regardes statistiquement, on sait que les stats, il faut aller plus loin, il faut faire parler les chiffres, mais bêtement, statistiquement, je pense qu'il touche plus de 4 fois par minute et il se fait toucher plus de 4 fois par minute en retour. Tu peux pas faire ça contre Derrick Lewis. Tu dois changer ton style. Par contre, tu peux garder ta mobilité, piquer, sortir. Peut-être les front kicks au corps, ça peut bien fonctionner contre Derrick Lewis. Et pas avoir peur Ouais. de gagner juste parce que tu mets, je sais pas moi, 15 frappes à 0 sur les rounds, tu vois. Non, c'est sûr, c'est sûr. Je sais pas, s'il y en a en commentaire, vous voyez vraiment un Nascimento large sur la victoire. Parce que ça reste quand même difficile de pronostiquer un KO. Enfin, il faut rester honnête, hein. Pour Nascimento, Non, non, pour des, ouais. pour Derrick Lewis. Non, pour tout le monde. En règle générale, ça reste toujours difficile de dire, bah non, il va le mettre par KO. C'est pas simple de mettre KO un individu quand même. Faut rester Mais bon, quand tu honnête là-dessus, hein. quand t'as ce death touch, ce toucher de la mort Ouais. de Derrick Lewis, c'est déjà plus facile à imaginer. Ouais, mais regarde, Derrick Lewis et Ngannou, on s'attendait tous à voir un KO d'un côté comme de Ouais, l'autre. bon, c'était un combat d'observation, c'est clair, c'est clair. Ouais. Mais bon, ça peut arriver aussi, ce genre de truc. Mais c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Nascimento, un chemin vers la victoire, c'est de faire une Gann, tu vois. Rentrer, sortir, toucher. Encore une fois, il n'est pas aussi fort que Gann debout. Il n'est pas capable de faire ça aussi bien. Mais Gann l'a fait tellement bien. Tu peux faire à 70% de qualité de ce que Gann a fait et la victoire est potentielle aussi. Donc clairement, le 40% est justifié. Il y a des chemins, il y a des scénarios dans lesquels j'imagine facilement Nascimento l'obtenir. Donc on est d'accord sur le prono. Sur la préférence, est-ce que tu préfères avoir un Derrick Lewis qui reste dans sa place assez haut dans le classement, ou justement voir un Nascimento qui fait des bons ajustements et qui montre qu'il est capable de gagner contre un Derrick Lewis? Parce que moi, c'est ma préférence. J'aimerais bien avoir des nouveaux noms qui commencent à titiller le top 10 et justement Nascimento avec une bonne préparation, avec des nouvelles compétences. Voilà, ça peut m'intéresser ça peut plus m'intéresser que Derrick Lewis dans ce top 10. Moi, j'aime bien. Je t'avoue que j'aime bien Derrick Lewis, hein, pour ce qu'il apporte en tant que personnage, tu vois. Ouais, ça c'est vrai aussi, c'est En tant vrai. que C'est un argument. personnage, sur le fait, comme tu dis, il touche, tu tombes, ce genre de choses. Je trouve que c'est un profil intéressant en tant que gatekeeper pour des futurs talents. Euh, Tu connais le chemin pour la victoire, tu dois faire le taf. La lutte, ouais, elle doit passer, quoi. Écoute, ça va vraiment. Ma préférence, si effectivement Nascimento fait des gros ajustements et qu'il y a une révélation, oui, d'office. Ça serait très très agréable. Euh, voilà. Sur ma préférence, j'ai pas réellement de préférence, hein. J'étais pas hypé par le combat, tu vois, à la base. Ouais. Donc, Voilà, donc c'est à clair. partir de là, vous pouvez pas trop. Mais voilà, soit ça me plairait de voir Lewis l'emporter par KO, un petit peu comme on l'a dit, ou soit, comme tu l'as dit, bah, un Nascimento qui a fait vraiment les ajustements, qui a trouvé un chemin pour la victoire et qui nous montre qu'il peut monter et qu'il peut ramener du 109, tu vois. Ouais, ça serait forcément un scénario qui me plairait aussi grandement, tu vois. Eh ben, c'est très simple, hein. Maintenant qu'on en a parlé, ma hype est passée de 3 à 5, tout simplement. T'as un côté magique, Brian. Rien qu'échanger avec toi sur un combat, ça me motive à le voir davantage parce que voilà, le fait qu'on ait pu analyser, rentrer dans davantage de détails, maintenant, ça me donne envie de voir si certaines choses seront mises en place. Donc voilà. Eh bien, Voilà. je pense que je vais me lever à 6 heures pour regarder le combat maintenant. Non, mais c'est vrai, hein. Je pense que j'ai envie de voir un petit peu sur ce qu'on a dit, prévu, si on est complètement à la ramasse et puis voilà, les ajustements d'office. Bah, je pense s'il y a bien une fight night, enfin je vais pas dire s'il y a bien une fight night, c'est pas, mais c'est une fight night qui mériterait la nuit blanche, hein, pour ceux qui peuvent le faire, hein, Ah ouais. sans que ça ait un impact derrière. Franchement, je trouve que la carte, quand tu la regardes,
Il y a des combats très fun. Il y a des noms qui sont à suivre et qui peuvent percer plus tard en MMA. Il y a des combats où on s'attend à de la violence, un gros chaos. Donc la carte est bien montée, est bien montée. Déjà, tu as joué en deuxième combat. Premier combat, Véronica Hardy, toujours chouette à regarder aussi. Elle a fait une grosse progression. La plupart des combats, quand tu regardes les codes de Paris, elles sont assez serrées. Donc, tu as pas mal de combats où ça peut pencher d'un côté comme de l'autre. Il y a Jake Hadley, que nous, on connaît assez bien. Ouais. Woodson, écoute. Woodson contre Caceres, c'est fun. Excellent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Enfin, il y a vraiment des chouettes combats sur cette carte. Buckley en co-main event contre un gros challenge, c'est aussi Ah non, moi intéressant, c'est franchement. carte, hein, c'est la nuit blanche que je dis ah ouais, tu vois. Ouais, mais bon, toi et moi, Parce que- on est parents, on travaille beaucoup, Non, donc une alors, nuit blanche, ça a un impact sur plusieurs jours qui suivent. s'il y a mes élèves qui écoutent là et qui font partie de ceux qui combattent à la fin du mois, pas de nuit blanche, les Non. amis. Mais par contre, en fait, ce que je veux dire, c'est Vous pouvez regarder ça dans la matinée, mais pas de nuit blanche, les amis. Ce que je veux dire, c'est moi, il y a 6-7 ans, je regardais beaucoup d'UFC en live quand ils étaient attirants. Eh ben, celui-ci, typiquement, je l'aurais regardé, oui, j'aurais d'accord. invité mes potes à venir le voir à la maison, quoi. Donc, typiquement, voilà, ça rentre dans la définition de ça mérite sa nuit blanche. Voilà. Ah, il y a Véronica Hardy aussi. Ouais, c'est ça, le premier combat, Hardy. Ok, ouais, attends, les 3 premiers, c'est cool. Là, Tessia Torres, ouais. Terence McKinney, Hooper. Ouais, voilà, Ah McKinney oui, aussi, c'est il y a sympa. quand même Robelis Despain qui recombat, Caceres Woodson, ça va être excellent. Ouais, CDF Ferreira. contre. Ouais, attends, CDF contre Rebecki, ça c'est Kali. Ouais. Hulberg aussi qui est intéressant. Ouais. Buckley, bon bah ouais. Non, franchement, Belle carte. au final, ouais. Non, moi j'aime Très, bien. très J'aime bien. intéressant. J'aime bien. Mm. Allez, Brian. Ça va être un beau dimanche, ça. Ouais, exactement. Merci à toi. On fera un petit récap dimanche, justement. Merci à Ça tous va. d'avoir suivi jusque maintenant. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Le petit prono en commentaire pour donner de la force. Le like également. Belle journée à tous. Ciao, ciao. Ciao. Il va apparaître Ça ou va pas? marcher. Non. Eh ben, on finit là-dessus. Ciao.